Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un deuxième sujet qui porte sur la partie raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Donc, les chercheurs supposent que les phénomènes géologiques qui ont conduit à la formation de la chaîne Himalaya regroupent les phénomènes géologiques qui ont conduit à la formation de la cordillère des Andes et celle de la formation des Alpes. Donc, pour vérifier cette hypothèse, on propose les données suivantes. Le document 1 présente une coupe géologique de la cordillère des Andes au niveau du Pérou. Donc, c'est une chaîne de subduction. Le document 2 montre deux coupes géologiques simplifiées de deux types de chaînes de montagnes qui sont les chaînes de collision, à savoir les Alpes et l'Himalaya. Donc, le document 1, le voilà. Il nous présente une coupe au niveau de la cordillère des Andes. Et on a aussi le document 2 qui présente deux figures. Donc la figure A, c'est une coupe au niveau de la chaîne alpine et la figure B, c'est une coupe au niveau de la chaîne Himalaya. Donc chacune de ces trois chaînes de montagnes, c'est-à-dire la cordillère des Andes, qui est une chaîne de subduction, les Alpes et l'Himalaya, présente des caractéristiques structurales et pétrographiques spécifiques. Donc la question qu'on vous demande, c'est, à partir des documents 1 et 2, extraire les caractéristiques géologiques spécifiques de chacune de ces trois chaînes de montagnes. Bien. Donc, pour répondre à cette question, donc on doit faire une bonne lecture à cette carte qui représente un modèle de la chaîne de subduction et chercher tout type d'indices, car on vous demande les caractéristiques géologiques. Donc, on doit chercher tout ce qui est pétrographique, tout ce qui est structural, tout ce qui est géophysique, tout type de caractéristiques. Bien, ici, on trouve deux caractéristiques. Une qui porte le nom et une autre qui est figurée et ne porte pas de nom. Donc ici, on trouve deux. On a une fosse océanique et aussi le prisme d'accrétion qui représente un ensemble de sédiments qui sont rabotés lors de la subduction de cette lithosphère océanique. On a aussi des pelotons. Donc, on doit faire attention à la légende. Donc, ces structures, ce sont des pelotons. Donc, ce sont des roches plutoniques. On a aussi un volcanisme. Le voilà. Et on a aussi deux caractéristiques qui sont schématisées ici, mais qui ne portent pas de nom. On a ici les plis. Donc, ce sont des déformations. On peut les regrouper dans tout ce qui est structural ou tectonique. Et on a aussi des failles qui sont normales. Donc ici, on a un graben. Nous avons aussi un autre indice tectonique, le voilà. Nous avons ici une faille qui est inverse. Donc, pourquoi inverse? Car si on voit de près la relation entre le mur et le toit, on s'aperçoit que le toit, il glisse au-dessous du mur. Donc, ce sont des failles inverses. Donc, les caractéristiques, en plus, on a aussi le moho. Donc, le moho, on doit faire attention. Le moho, sa profondeur normale est de l'ordre de 30 km. Donc, ici, on voit que le moho atteint une profondeur qui dépasse 50 mètres. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'un épaississement crustal. Donc, c'est un indice aussi de la subduction. Donc, les caractéristiques de cette cordillère des Andes sont
présence de volcanisme andésitique, présence de plutonisme, c'est-à-dire des plutons granitoïdes ou granit, présence de prismes d'accrétion, présence de fosses océaniques et aussi présence de déformations tectoniques simples qui sont des plis et des failles normales au niveau du lac Titicaca. Pour faire sortir les caractéristiques géologiques de la chaîne alpine, donc on doit faire la même chose. On doit faire une bonne lecture de cette carte et ne pas oublier aussi la légende, car cette légende, il peut comporter des indices qui nous facilitent la lecture de cette carte. Donc, pour la figure A, qui est une coupe au niveau des Alpes, on trouve des chevauchements. Donc, ces chevauchements, vous voyez ici, l'échelle, c'est 100 km. On trouve aussi un vestige de la plaque océanique, donc reste de la plaque océanique qui est piégée entre ces deux blocs continentaux, à savoir le socle de la plaque européenne et aussi la plaque africaine. On a aussi l'épaississement crustal, donc on doit faire attention à la profondeur. Donc ici on a la limite de la lithosphère continentale européenne, donc il dépasse les 30 km. On a aussi un indice, mais qui se présente au niveau de la légende. Donc nous avons ici des couches, mais ce sont des couches qui sont sédimentaires et déformées. Donc on peut les citer en tant que critère structural. Bien, pour la chaîne Himalaya, donc on a ici MBT, MCT, donc ce sont des chevauchements. On doit les signaler. Et ne pas oublier que ces chevauchements, comme vous voyez ici, donc leur déplacement, c'est à l'ordre de milliers de kilomètres. On a aussi l'Everest. Donc l'Everest, c'est le plus haut sommet du monde, donc avec 8848 mètres, donc elle est reconnue. On a aussi la profondeur. Ici, la graduation, c'est avec 10 km. Ici, on a avec 30 km. Ça veut dire que dans ce cas, l'épaississement est plus important que dans le cas des Alpes. On a aussi la présence des ophiolites. Donc, vous voyez ici, on a vestiges, restes de la plaque océanique, mais ici, on a des fragments, des lambeaux des ophiolites. Donc, ceci est expliqué par les forces compressives qui sont très intenses. On a aussi des critères qui sont aussi pétrographiques et qui représentent les plutons granodiorites et le volcanisme andésitique. Donc, ils sont mentionnés dans la partie nord-nord-est. Donc, de ces figures-là, on peut tirer les caractéristiques de chacune des chaînes de collision, à savoir, les caractéristiques de la chaîne alpine sont présence des ophiolites entre les deux plaques, donc comme vous voyez ici, ce sont des vestiges. Présence des failles inverses accompagnées de chevauchements, mais ces chevauchements, donc, ils s'étalent sur des centaines de kilomètres, donc échelle centaines de kilomètres. On a aussi présence de couches sédimentaires déformées et plissées et un épaississement crustal. Donc le Moho, il dépasse 30 km de profondeur. Donc 30 km, c'est l'épaisseur normale de la croûte continentale dans une zone loin des zones de formation de chaînes de montagne. Et pour les caractéristiques de l'Himalaya sont présence de sutures ophiolitiques au nord-nord-est de la coupe géologique, présence des failles inverses accompagnées de chevauchements qui sont à l'échelle de milliers de kilomètres. On a aussi présence de pelotons de granodiorites et un volcanisme andésitique au nord-nord-est de la coupe géologique. Et aussi, on a présence d'un épaississement crustal, à savoir le Moho qui dépasse
d'après la coupe géologique, 60 km de profondeur. Donc on a ici une racine cristale importante. Et aussi, la chaîne de l'Himalaya, elle culmine à 8848 mètres, donc c'est l'Everest, qui est le plus haut sommet du monde. Passons maintenant à la partie suivante. Donc l'amphibolite est une roche métamorphique très répandue dans les chaînes de collision. Elle est riche en amphibole, c'est un minéral, qui garde en mémoire l'historique des conditions de température et de pression qui régnaient au cours de la formation de cette roche. Donc, pour reconstituer l'historique de ces conditions, on propose les données suivantes. Donc, les analyses chimiques effectuées au niveau de quelques points précis des minéraux d'amphibole ont permis de déterminer les valeurs de température et de pression qui régnaient au moment de la formation de ces minéraux. Le document 3 montre la localisation des points d'analyse au niveau d'une lame mince d'amphibole. Mais le document 4, il nous présente les valeurs de la pression et la température correspondantes aux différents points d'analyse. Donc, vous voyez ici, nous avons le document 3, il nous présente l'emplacement. Donc, voici l'emplacement du point A, le point B, le point C, le point D, le point E, le point F, le point G. Et le document 4, il nous montre ces lieux et les valeurs de pression et température correspondantes, avec une remarque qui nous dit que la formation de l'amphibole, ce minéral, se fait par étapes successives dans le temps, de A vers G. Donc la question qu'on vous demande est faire une description, donc on doit décrire l'évolution, mais cette description est simultanée. De quoi? De la pression et la température qui sont enregistrés dans les minéraux d'amphibole. Bien, donc pour répondre à cette question, on doit faire attention. Donc il nous demande l'évolution simultanée, ça veut dire l'évolution de la pression et la température en même temps. Donc ici, on peut découper cette évolution en 3 parties. En passant de A vers C, on voit qu'il y a augmentation de la pression et aussi de la température. Mais en passant de C à D, toujours la température reste en augmentation, mais la pression, elle diminue. Mais de D vers G, on voit que les deux, que ce soit pression ou température, ils connaissent une diminution. Donc la réponse qu'on vous attend est la suivante. Du point A vers C, on constate une augmentation simultanée de la pression et de la température. Du point C vers D, on constate toujours une augmentation de température, mais une diminution de la pression. Du point D vers G, on constate une diminution de la pression et une diminution aussi de la température. Bien, le document 5 montre les différents faciès métamorphiques en fonction de la température et la pression. Donc la question qu'on vous demande est déterminer à partir du document 5 le faciès et la profondeur correspondant à la formation des points A, D et G. Puis montrer en utilisant cette détermination et les données du document 4 le parcours de la formation d'amphibole. Donc, pour répondre à cette question, donc, on doit faire une projection.
Donc la projection des valeurs de pression et température qui correspondent aux points A, D et G. Donc on a déjà ici les valeurs de température et pression, c'est-à-dire les coordonnées de la température et pression. Donc on va procéder à une projection. Donc pour le point A, donc on projette la température de 300 et la pression de 4 kbar. Donc le point A, le voilà. Il appartient à ce domaine-là. Donc il appartient au schiste vert. De même pour le point D. Donc on va faire une projection de la valeur de température qui est 660 et la pression 8 kbar. Voilà. On trouve le point D qui se localise dans cette zone des amphibolites. Pour le point G, toujours la projection de la température de 450 et la pression de 5,6. Donc voici le point G. Lui aussi, il se localise dans le domaine des amphibolites. Voyons maintenant la profondeur. Pour le point A, donc la profondeur, on lit ici, la profondeur c'est égal à peu près 16 km. Pour D, c'est à peu près 32 km. Et pour G, c'est à peu près 22 km. Donc, si on veut répondre au parcours, donc l'évolution de ces trois points, dont la température et la pression, montre que le point A, il va migrer vers le point D, donc on va connaître une augmentation simultanée de pression et température, donc suite à un métamorphisme qui est ici qualifié de prograde, et après on va assister à une remontée de ce point vers G. Donc on a ici l'enfoncement vers une profondeur de 32 km, puis le retour à une profondeur de 22 km. Donc la réponse qu'on vous attend est la suivante. Le point A appartient au faciès des schistes verts et se forme à une profondeur de 16 km. Le point D appartient au faciès des amphibolites et se forme à une profondeur de 32 km. Le point G appartient au faciès des amphibolites toujours, mais il se forme à une profondeur de 22 km. Donc ces valeurs de P et T des points A, D et G montrent que la roche passe du faciès des schistes verts, donc une profondeur de 16 km, au faciès des amphibolites, donc à une profondeur de 32 km. Ici, il s'agit d'un métamorphisme qui est prograde, lié à une forte pression et une relativement faible température. Mais après, la roche, il va remonter vers la surface et reste toujours dans le faciès des amphibolites, mais à une profondeur de 22 km. Maintenant, on passe à la dernière question. Donc, en se basant sur les documents précédents et vos connaissances, citez les étapes de formation de l'Himalaya en montrant que cette chaîne garde la mémoire des événements connus par la cordillère des Andes et la chaîne alpine. Donc, c'est une question de synthèse. On doit regrouper tout élément qui nous montre le phénomène de la subduction et aussi les indices qui montrent que la collision qui conduit à la formation de l'Himalaya, elle est précédée par une étape que la chaîne alpine a connue avant. Bien, donc notre réponse est la suivante. Pendant le rapprochement des plaques continentales indiennes et eurasiatiques, il y a disparition d'un ancien océan. Puis, on a une subduction de la lithosphère
océanique indienne sous la lithosphère continentale de la plaque eurasiatique. Puis apparition d'un magmatisme andésitique et plutonisme qui donne les granitoïdes. Donc, ces indices qui sont présents dans la chaîne Himalaya, ils sont des indices de la subduction, donc ce sont des indices qui témoignent les caractéristiques qui caractérisent la cordillère des Andes. Donc, après, on a subduction continentale de la plaque indienne, puis blocage de cette subduction à cause de sa faible densité et début de collision entre la plaque indienne et celle de la plaque eurasiatique, ce qui laisse apparaître des lambeaux de lithosphère océanique piégés entre les deux plaques continentales et des chevauchements qui sont étalés sur des centaines de kilomètres et une racine cristale relativement profonde. Donc, ces indices de collision de la chaîne des Alpes. Mais, suite aux forces compressives qui sont plus intenses, il y a décollement et empilement des écailles des deux plaques, ce qui conduit à l'apparition de sutures ophiolitiques et affleurement des ophiolites en surface. Donc, on n'aura pas ici un lambeau ou une partie de la lithosphère, mais de petits fragments de cette lithosphère qui sont présents sous forme de sutures ophiolitiques. Et aussi des chevauchements, mais cette fois-ci, ils sont étalés sur des milliers de kilomètres, car les forces compressives sont plus intenses que celles que connaît la chaîne alpine. On a aussi un épaississement crustal et relief positif qui est très important, à savoir l'Everest, qui est le plus haut sommet du monde. Et aussi un relief négatif très important. Donc le Morro ici se trouve à une profondeur qui dépasse 60 km. Parfois, il atteint 80 à 90 km de profondeur. Donc ces indices sont les indices de la collision qui témoignent de la collision de la chaîne Himalaya. Et merci pour votre attention et à la prochaine séance.